Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dacian Cioloș, ancien Premier ministre de la Roumanie de 2015 à 2017 et ancien commissaire européen à l'agriculture et au développement rural de 2010 à 2014. Dacian Cioloș a évidemment rempli d'autres fonctions, d'autres missions à haute responsabilité, mais nous n'allons pas toutes les énumérer maintenant. Nous le recevons ce soir pour qu'il nous parle de ses activités, de ses projets et notamment de sa candidature au poste de secrétaire général de la francophonie. Dacian Cioloș, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être au micro du soir, c'est la première fois. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Votre programme est intitulé, je cite, « Une francophonie courageuse, pragmatique, inclusive et tournée vers l'avenir ». Alors, en le lisant, ce programme, ce que j'ai ressenti, c'est que l'effort de pragmatisme, notamment, ressort. Diriez-vous qu'il est à la base de l'impulsion que vous voulez donner à l'Organisation internationale de la francophonie? En fait, le mot que vous avez cité, elles sont liées entre elles. Parce que le pragmatisme, ça veut dire aussi être orienté vers l'avenir et aussi avoir le courage de sortir de l'histoire et de la tradition qui est important, qui a sa place. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Et si on veut que la francophonie reste importante et qu'elle reste relevante, il faut se tourner vers l'avenir. Et tout simplement, en fait, quand j'ai préparé cette candidature, je me suis posé la question: qu'est-ce qui pourrait motiver un jeune, maintenant et à l'avenir, à apprendre le français? Parce que la culture est importante, l'histoire est importante, et la France a influencé la culture du monde, a influencé l'art, la littérature. Mais je pense que pour le jeune, aujourd'hui, dans l'ère du digital, cela ne suffit pas. Donc, je suis arrivé à la conclusion que pour que le français et la francophonie restent relevantes à l'avenir, il faut tout d'abord attirer les jeunes et les motiver à apprendre le français. On ne va pas l'imposer par des décrets, par des lois, par des règlements. Ça ne suffit pas pour motiver les jeunes à apprendre le français. Et donc, je suis arrivé à la conclusion qu'il faut du pragmatisme, il faut du réalisme, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui, comment le monde fonctionne. Et je me suis dit, à côté de ce qui fait déjà très bien la francophonie avec la culture, avec l'éducation notamment, l'éducation universitaire qui est très connue avec l'Agence universitaire de la francophonie, mais pas seulement, il y a de plus en plus une formation professionnelle en langue française. Il faut aller jusqu'au bout de la logique et voir comment on assure l'employabilité des formations qu'on est en train de soutenir au sein de la francophonie. Et donc, comment on crée de l'emploi, comment on crée des opportunités pour des jeunes à utiliser le français et puis à lancer une affaire, par exemple, une activité économique. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit dans mon programme, de maintenir ce qui fonctionne, de consolider ce qui fonctionne déjà, mais aussi d'aller plus loin avec un projet économique. Et puis, il est évident pour tous ceux qui tournent autour de la francophonie que l'Afrique est le noyau dur et le centre de la francophonie, mais il ne faut pas que la francophonie soit seulement autour de l'Afrique et la relation avec des pays européens qui ont des relations historiques avec des pays africains. Alors, il y a aussi la Roumanie, l'Europe de l'Est, et il n'y a pas que la Roumanie en Europe de l'Est, des pays francophones. Puis il y a tous les pays associés également. Voilà, donc c'est ça pour moi l'avenir, le pragmatisme et le courage de sortir de chemin battu et regarder vers l'avenir. Sans toutefois mener une révolution au sein de l'organisation. Non, c'est pas un secrétaire général qui va amener la révolution. Ce sont les acteurs qui agissent dans la francophonie. Il faut juste leur donner l'occasion, leur créer les opportunités pour
pour le faire. La révolution tourne autour de nous, en fait, dans beaucoup de régions couvertes aussi par la francophonie. Mais non, il ne s'agit pas d'une révolution institutionnelle. La francophonie, c'est un réseau, au-delà du secrétaire général et au-delà de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est tout un réseau. Et c'est un réseau qui est vivant justement parce que les gens s'impliquent. C'est un projet politique aussi, qui a son importance dans un multilatéralisme qui est fortement affaibli dans le monde. Mais au-delà de ces projets politiques, ces projets perdurent aussi parce qu'il y a tout un réseau avec des associations d'organisations à tous les niveaux, oui, pas qu'il faut seulement maintenir politique. et cultiver, oui. Alors, dans votre programme, vous parlez d'Afrique, je lis, et c'est la première phrase de votre approche, hein, que l'Afrique est au cœur de votre vision. Alors, vous venez de dire qu'il faut, voilà, la francophonie, c'est pas que l'Afrique, mais elle est, ceci étant, le principal continent francophone Tout à fait. aujourd'hui. Alors, comment comptez-vous la séduire? Parce que jusqu'à présent, il y a eu surtout beaucoup, en tout cas, de secrétaires généraux de la francophonie du continent africain. Là, c'est peut-être une tâche ardue, ou alors, quel est déjà votre réseau en Afrique? Encore une fois, on parle de ce que j'ai dit dans le préambule de mon programme, c'est qu'il faut se tourner vers l'avenir. Et je pense que si l'organisation reste concentrée et tournée juste autour de l'Afrique, il y a un fort risque de décrédibilisation. Ce qui a été un peu trop le cas, vous pensez, ces dernières années? Mais je pense que, justement, avec l'idée qu'on ait des secrétaires généraux qui viennent que d'Afrique et que ça devient une tradition, ça, c'est un fort risque aussi pour l'avenir de l'organisation. Et c'est pour ça que même maintenant, avec 3 candidates d'Afrique, j'ose, à propos du courage, de présenter une candidature en venant d'Europe de l'Est. Mais c'est du courage juste en apparence. Parce qu'en fait, si on regarde de manière réaliste et pragmatique, je pense que même nos frères africains et nos sœurs africaines vont comprendre que c'est aussi dans leur intérêt pour que l'organisation reste relevante. Et pour certains pays d'Afrique, c'est même vital, cette organisation et le rôle international de cette organisation. Mais pour qu'elle reste crédible, il faut qu'elle montre qu'elle ne représente pas que l'Afrique et que ce n'est pas une organisation régionale ou dominée seulement par une région. Je pense que c'est l'intérêt d'Afrique, en parlant de projets économiques et même de projets éducatifs et de recherche, d'avoir des connexions pas seulement avec l'Europe et surtout pas seulement avec l'Europe de l'Ouest et avec le Canada. Ça, ce sont des traditions, disons, de la francophonie dans le pays où le français, c'est aussi une langue officielle. Mais il y a l'Asie aussi, qui monte beaucoup du point de vue économique, de la relevance politique. Et on a des pays importants d'Afrique du Sud qui sont membres de la francophonie, comme le Vietnam, le Cambodge, où aura lieu le sommet cette année, Laos. Il y a aussi l'Europe de l'Est, et la spécificité de l'Europe de l'Est, et même du pays d'où je viens, de la Roumanie, c'est que nous sommes membres de l'Union européenne, c'est vrai, un membre critique de l'Union européenne, mais on a des relations historiques avec l'Afrique, mais d'une toute autre nature que la France, la Belgique, le Luxembourg ou d'autres pays de l'Ouest. La Roumanie a eu des relations fraternelles et de partenariat d'égal à égal avec les pays d'Afrique. Et je pense qu'il y a derrière, dans l'histoire, dans le mental collectif de l'histoire, une relation de confiance qui reste encore là. Il y a encore des Africains dans beaucoup de pays d'Afrique francophone qui ont étudié en Roumanie, qui même parlent encore le roumain ou qui ont utilisé la langue française pour faire des études en Roumanie. Des Roumains aussi qui ont aidé au développement de ces pays aussi parce qu'ils étaient francophones. Donc, on a une histoire avec la francophonie et avec les pays d'Afrique, mais d'une autre nature. Et donc, en parlant de l'avenir et d'une relance de l'organisation, en tout cas de passer à un autre niveau,
Ben, je pense qu'un candidat qui vient de la Roumanie, d'un tel pays, avec un tel type d'histoire avec le pays d'Afrique, peut être aussi dans l'avantage de l'Afrique. Et en lisant votre programme, encore une fois, il y a quelque chose que je me demandais, que je n'ai pas vu, et je pense que c'est un point important, un point fort. Peut-être que vous le dites, vous le mettez en avant. Ce point fort, c'est que vous êtes d'abord ingénieur agronome. Oui. Et vous avez été commissaire, donc, comme je le disais, européen à l'agriculture et au développement durable. Ça, pour beaucoup de ces pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, ça peut être aussi une qualité tout à fait appréciée. Est-ce que parce que je ne l'ai pas vu dans le programme, peut-être que je l'ai pas lu, mais est-ce que vous mettez en avant aussi ce point-là? Tout d'abord, le fait d'être ingénieur agronome, je pense que ça m'a aidé à développer une autre qualité qui est justement celle du pragmatisme, du réalisme, de résultats concrets. Moi, je ne suis pas un politicien par métier. Je suis arrivé dans la politique parce que je voulais faire des choses, y compris dans le domaine de l'agriculture, en général pour les gens, pour les sociétés, mais des choses concrètes. J'ai eu un mandat de parlementaire, pas plus, parce que c'est pas trop dans ma nature de trop parler. Je cherche plutôt à faire des choses. Et cette organisation, même si c'est une organisation politique, et j'ai aussi l'expérience d'un ancien Premier ministre, d'avoir présidé un groupe politique au Parlement européen, et donc j'ai dû développer aussi des qualités de négociation et de médiation. Mais ce qui m'intéresse à cette organisation, tout d'abord, c'est justement ces réseaux de gens qui font des choses, qui n'attendent pas d'être dirigés d'en haut, qui n'attendent pas les décisions de politique, mais ils font des choses et c'est ça qui donne la vitalité à l'organisation. Donc le fait d'être ingénieur agronome lié à la terre, à la nature, à des choses concrètes, m'a amené aussi à être intéressé par cette organisation. Après, le sujet agricole, la sécurité alimentaire, c'est un sujet clé sur l'agenda international, y compris dans la francophonie et notamment dans des pays d'Afrique, mais pas seulement, parce que nous, en Europe aussi, on a ces sujets sur l'agenda. En Asie, pareil. Donc, c'est un sujet, j'ai pas beaucoup parlé dans mon programme parce que justement, je voulais pas laisser l'impression que parce que je suis ingénieur agronome, parce que j'étais ministre de l'Agriculture et commissaire européen à l'agriculture, je vais construire une candidature autour de sujets agricoles. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis connu même dans le milieu africain et aussi asiatique au niveau international en tant qu'ancien commissaire européen à l'agriculture. J'ai négocié des accords internationaux au nom de la Commission européenne dans le domaine agricole. Et il y a beaucoup d'États membres de la francophonie qui, dans les discussions que j'ai eues jusqu'à maintenant, ils m'ont dit, Dacian, M. Solos, il faut mettre ces sujets de manière plus visible dans votre programme parce que si vous êtes secrétaire général, on souhaite faire ensemble des choses sur l'agriculture. Et j'ai même des idées que je vais présenter. Bon, on attend encore le 15 mai, c'est la date limite de dépôt des candidatures. Mais quand on aura la clarté sur les tableaux de candidats, aussi pour la différenciation, et pour montrer ce que je peux apporter en plus de mon expérience politique. Vous êtes 4, excusez-moi, je vous coupe, vous êtes 4 candidats. Pour l'instant, oui. Donc on verra jusqu'au 15. Et que donc, en plus de mon expérience d'ancien Premier ministre, des responsabilités politiques, de ce que je peux apporter, et là, c'est un domaine où je pense que si on met ensemble l'expérience européenne, asiatique et africaine, on peut beaucoup aider des producteurs et des opérateurs du secteur agroalimentaire dans le pays à valoriser leur production dans les réseaux francophones. Des produits de qualité, de construire et de mettre en place des enseignes de qualité, de former notamment les hommes et les femmes, et peut-être notamment les femmes, parce que beaucoup dans le milieu rural... Dans votre programme, les femmes sont bien mises en avant. Dacian Cioloș, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Les droits humains sont une prérogative importante de la francophonie. Ils sont
bafouée dans nombre de pays membres de l'organisation ou pays associés. Ce sera quoi la stratégie Cioloș à ce niveau-là? Mais tout d'abord, ces valeurs et principes autour desquels la francophonie est construite, je pense qu'il faut le valider de temps en temps pour ne pas les oublier. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde assez agressif, on risque de les oublier. Et c'est ça qui nous a réunis tout d'abord. Et je souhaite rappeler le fait que le projet de la francophonie n'est pas parti de la France ou de la Belgique. Elle est partie des pays du Sud, en fait des pays d'Afrique, des pays d'Asie, et qui ont souhaité aussi mettre au fondement de cette organisation des valeurs et des principes. Donc je pense que tout d'abord, il faut le rappeler et il faut montrer pourquoi c'est important de les respecter. Parce que avec les guerres et des conflits, on n'a jamais construit, mais on a détruit beaucoup. Et c'est très facile, en fait, d'attaquer l'autre, c'est très facile d'être agressif, c'est très facile d'essayer d'obtenir ce qu'on considère en étant ses droits par la violence et par l'agressivité, mais on n'arrive jamais à se développer et à augmenter le niveau de vie dans des pays en guerre et dans des pays en conflit. Et ça, c'est aussi le rôle de la francophonie et notamment du secrétaire général, de jouer les médiateurs et de mettre les gens ensemble autour de la table. Mais pour moi, le secrétaire général ne pourra pas faire ça s'il ne va pas travailler de très près avec les États membres. Et donc, je souhaite prouver l'importance de ces valeurs et des principes de coopération déjà au sein de l'organisation. Je pense qu'il y a encore des choses à faire pour montrer au sein de la francophonie qu'on ne travaille pas de manière hiérarchique, qu'on ne concentre pas le pouvoir autour d'une fonction qui est en haut de la pyramide, mais qu'on travaille avec les États membres et qu'on entame le dialogue déjà au sein de l'organisation pour que dans des situations de risque de conflit, l'État et les leaders politiques puissent plus facilement venir vers la francophonie pour les aider à médier et à éviter déjà, si on peut, de conflits et donc faire en sorte que la francophonie, ça soit un espace de paix, de liberté, pour qu'on puisse faire aussi un espace de développement, y compris de développement économique, développement humain. Alors, la francophonie, c'est pas simplement le français, c'est aussi le multilinguisme. Hein. Ça, on le sait peut-être un peu moins, mais la francophonie défend les autres langues. Parfois, on peut dire un peu en opposition avec la prédominance de l'anglais, qui est omniprésent dans le numérique. Alors, encore une fois, ce sera quoi la stratégie Cioloș? Vous en avez un petit peu parlé déjà. À ce niveau-là, comment faire pour que non seulement le français, mais d'autres langues puissent regagner un peu de terrain sur ce champ qui est évidemment très important, le numérique. Le multilinguisme, c'est la façon même de travailler au sein de la francophonie. Parce que quand on parle de la francophonie, on a l'impression qu'il s'agit seulement de la langue française. Mais en fait, la langue française est utilisée au sein de la francophonie comme un pont, comme un lien entre des langues et des cultures locales. Et pour moi, c'est ça la spécificité de la francophonie par rapport aux communautés de langue anglaise. Et je l'ai vécu aussi. J'ai utilisé l'anglais dans mon travail, notamment dans les responsabilités internationales européennes. Mon sentiment, c'est que l'anglais, c'est une langue qui uniformise la communication et qui uniformise tout ce qui tourne autour de la communication en anglais. On le sait bien qu'en parlant une langue, ça nous aide aussi à nous structurer d'une certaine façon le mental, la façon de penser et de se comporter. Et donc, l'anglais, c'est un peu l'uniformisateur, alors que Pour ceux qui ne sont pas natifs. Voilà. Parce que c'est une langue aussi qui est évidemment très riche. Tout à fait. Oui. Bon, peut-être c'est pour ça aussi que
c'est une langue qui se répond plus facilement. Parce que le français garde la complexité et la diversité. N'en allons pas plus loin que l'exemple de TV5 Monde, qui est un opérateur de la francophonie et qui est aujourd'hui présent dans plus de 200 pays au monde, donc beaucoup au-delà de réseaux officiels, disons, de la francophonie, parce qu'en plus de la langue française, ils utilisent le sous-titrage en 17 ou 18 langues locales. Donc c'est une façon de valoriser le multilinguisme. Le français n'essaye pas de remplacer des langues locales, des langues des différentes communautés, des tribus dans les différentes parties du monde, mais au contraire, ils aident les gens qui gardent leur langue à se connecter au monde à travers les Français. Et donc, c'est de cette façon que j'aimerais qu'on continue à travailler au sein de la francophonie et qu'on met en valeur le multilinguisme tout en utilisant le français. Tout déjà parce que nous, chez nous, parce que je me sens donc partie prenante de la francophonie, donc chez nous, au sein de la francophonie, on respecte les langues des autres, donc on demande qu'aussi au niveau international, on respecte les autres langues que l'anglais qui est en train de dominer. Mais là, il y a besoin de deux choses. Je disais, il ne suffit pas des décrets et des lois et des règles pour imposer une langue étrangère dans une institution internationale. Il faut aussi motiver les gens de le parler. Et on ne va pas les motiver juste par un article de loi ou par un décret. Leur dire ce Il que ça faut va leur créer apporter. des opportunités pour parler en Mmh. français. J'ai parlé de projets économiques. Un autre projet que j'ai dans mon programme, ça tourne autour de digital, de développer autour de la plateforme qui existe déjà au TV5 Monde avec des productions culturelles, artistiques en langue française, mais aussi en langue des pays du réseau francophone. Comme le fait aussi France 24, excuse-moi, je cite aussi... Voilà. Moi, je parle de TV5 Monde parce que c'est un opérateur au sein de la francophonie, mais il y a France 24 et il y a RFI aussi, on est aujourd'hui. Donc, il y a tout ce qui tourne autour de France Média Monde aussi. Mais je parlais de TV5 Monde parce qu'ils ont une plateforme de production culturelle artistique, et je pense qu'à partir de là, avec tous les instruments du digital, de l'intelligence artificielle, on peut proposer et offrir aux francophones, à tous les pays francophones, un instrument pour mettre en valeur, en utilisant le français comme langue pont, comme langue qui assure les liens, mettre en valeur justement cette diversité culturel qui est couvert par les réseaux francophones. Une question qui me vient d'Dacian Cioloș, comment se passe l'élection effective du secrétaire général? Il y a combien d'électeurs? Comment ça se passe? Sans rentrer dans les détails. Hein. Oui, donc ce sont les chefs d'État et des gouvernements qui décident. Donc dans le réseau des pays de la francophonie, il y a aujourd'hui, je pense, 87 pays, dont il y en a 53 qui sont des pays à plein droit, qui ont un droit de vote. Et donc, ce sont ces 53 chefs d'État ou de gouvernement, parce qu'on a, dans le cas du Canada, on a le gouvernement fédéral qui vote, mais on a aussi le gouvernement de Québec et de Nouveau-Brunswick. En Belgique, il y a le gouvernement fédéral, mais il y a aussi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est pour ça qu'on parle de chef d'État. Mais chaque pays a le même poids. Des gouvernements. Chaque vote, chaque pays indépendamment de la façon dont il finance l'organisation. Voilà, tout à fait. Pour le choix du secrétaire général, pour être candidat, il faut être présenté comme candidat par un de ces gouvernements qui sont membres, par le gouvernement dont le candidat est le citoyen. Et ensuite, il y a une décision de chef d'État et de gouvernement qui est validée au sommet de la francophonie. Le statut prévoit un vote, mais à ma connaissance, dans l'histoire de l'OIF, il n'y a jamais eu un vote. Les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord toujours
pour un candidat par consensus. C'était peut-être une façon aussi de renforcer la légitimité du futur secrétaire général et puis montrer aussi la capacité de négociation. Donc plus qu'un vote à la majorité, c'est un consensus. Oui. D'accord. Voilà. Ouais. Donc le statut prévoit un vote, la possibilité d'un vote, mais les chefs d'État négocient, jusqu'à présent du moins, on négociait en amont et ils sont arrivés au sommet. Au sommet, ils ont juste validé en fait une décision qu'ils ont prise. Bon, on verra cette fois-ci. Et ce sera quand le résultat ? Le sommet de la francophonie cette année aura lieu en Cambodge à Phnom Penh de 15 à 17 novembre. Et c'est à ce moment-là. Et ça sera à ce moment-là. D'accord. Alors, en préparant, avant de rentrer dans le studio, vous me disiez, je ne savais pas, que vous étiez conseiller présidentiel précisément parce que vous candidatez pour la francophonie. C'est bien ça. Oui, je ne me trompe pas. Oui, le président Nico Jordan m'a proposé de me porter candidat au nom de la Roumanie pour cette position. Et ensuite, quand on a commencé à préparer la campagne, la promotion en fait de cette candidature, on est arrivé à la conclusion il me faut un moyen pour justement pouvoir aller me déplacer et parler au nom de la Roumanie qui a présenté ma candidature. Et donc, il m'a proposé d'intégrer temporairement son équipe en tant que conseiller présidentiel qui n'a pas d'autre tâche au sein de l'administration présidentielle que de promouvoir cette candidature au nom de la Roumanie et à son nom aussi, parce que c'est lui qui a présenté cette candidature. Et donc, en tant que conseiller présidentiel, j'ai ces statuts et je peux parler aussi au nom du président, au-delà de mes responsabilités et fonctions politiques passées. Alors, Dacian Ciolos, évidemment, vous savez que nous sommes face à une crise politique assez importante en Roumanie. On s'est mis d'accord qu'on n'allait pas trop rentrer dans les détails de tout cela, même si j'imagine que vous avez votre opinion. Ma question serait plutôt la suivante. Qu'est-ce que vous espérez pour le pays à court et moyen terme ? J'espère tout d'abord que la classe politique de Roumanie sera en mesure de se montrer à la hauteur de sa société. Parce que mon sentiment après avoir agi dans la politique ces dernières années, c'est que la Roumanie s'est beaucoup développée ces dernières années, notamment depuis qu'elle est membre de l'Union européenne. La société roumaine a beaucoup évolué tant dans la construction de la société civile et la maturation en fait de cette société civile qui assume des responsabilités collectives aujourd'hui, que le secteur économique s'est beaucoup développé, qu'on a maintenant des entrepreneurs et des investisseurs roumains qui ont développé des compagnies qui vont même investir au-delà de la Roumanie, mais que la classe politique, dans le meilleur des cas, elle est encore dans la phase de l'adolescence, en parlant de la maturité. Et qu'elle se comporte comme des adolescents fous, raffolés. Il y a quelques bons éléments quand même. Comment ? Il y a quelques bons éléments. Il y a toujours de bons éléments. Même parmi des adolescents, il y a des gens qui sont très lucides, qui voient l'avenir, qui savent ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Mais je parle du comportement collectif. Et je sens encore cette rupture entre ce que les gens attendent, ce que la société attend, et ce que la plupart des partis politiques, collectivement parlant, leur offrent. Parce que le fait de ne pas être en mesure de construire une majorité qui soit solide et qui se tienne d'un programme de réforme, c'est soit qu'il y a l'incompétence, soit qu'il y a mauvaise volonté. Je pense à la Belgique, par exemple, qui n'a pas eu d'un gouvernement pendant très longtemps. Donc, c'est pas simplement... oui, mais en Belgique, il y a un État qui fonctionne mieux qu'en Roumanie, à mon avis. Et notre problème en Roumanie, c'est que la classe politique n'est pas arrivée, n'a pas pu, ou peut-être des fois n'a pas voulu consolider un État qui travaille pour le citoyen et non pas pour les intérêts de partis. On est arrivé dans beaucoup de partis politiques, où on est resté plutôt au niveau de « je suis membre d'un parti, donc je travaille pour l'intérêt du parti ».
on n'est pas encore dans la phase où je suis dans la politique et donc je suis membre d'un parti pour pouvoir agir pour le bien collectif du pays. Je pense que là, il y a encore un travail à faire. Donc, ce que je souhaite pour la Roumanie, c'est que on arrive à un état de maturité de la classe politique qui comprenne que quand elle ne peut pas être un moteur de développement du pays, ça serait bien qu'au moins elle ne soit pas un frein pour le développement de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, la société roumaine, elle est portée plutôt par la société civile, elle est portée par le milieu d'affaires, des entrepreneurs, et pas suffisamment par la classe politique. Encore une fois, j'en fais partie, ou je faisais partie plutôt, et il y a des gens, et j'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens très motivés, intelligents, bien formés dans la politique, et ils en sont toujours. Mais je ne parle pas des individus ici, je parle de ce qu'on peut voir quand on regarde. Qui font les partis. Voilà, comment? Ce sont les individus qui font les partis. Voilà, mais il n'y en a pas suffisamment. Des fois, les individus, quand ils se mettent ensemble, c'est pas toujours ceux qui ont une vision plus constructive, qui ont gagné des causes, mais ce sont d'autres peut-être qui tirent des ficelles. Mais bon, ça c'est encore Je me rappelle très bien quand vous étiez chef du gouvernement de 2015 à 2017, donc alors je ne veux pas être trop complaisant, mais j'avais l'impression que précisément on était en train de sortir de l'adolescence. C'est assez curieux quand même qu'on a eu le gouvernement de Cioloș. Je dis bon ben voilà, la Roumanie est en train enfin de rentrer dans une certaine maturité politique. Et puis il y a eu des régressions successives. Mais le gouvernement que j'ai dirigé n'a pas été formé par des politiciens. Il y a des gens qui, ou peut-être avec une ou deux exceptions, des gens qui avaient fait de la politique avant. Il y a des gens qui ont devenu politiciens après et qui faisaient partie du gouvernement. Mais c'était justement le fait qu'on a dû former un gouvernement indépendant en fin 2015, c'est aussi parce que le parti politique n'ont pas assumé leur responsabilité de former un gouvernement dans une situation difficile pour le pays. On le voit un peu aujourd'hui, comment chacun passe la responsabilité à l'autre. Une dernière question un peu plus personnelle Dacian Cioloș. Comment vous faites pour prendre le temps de réfléchir, de lire, et pourquoi pas de ne rien faire? Eh ben, je pense qu'en essayant de vivre au moment présent, parce que on a beaucoup d'instants quand on est conscient du moment présent, on a beaucoup d'instants quand on peut ne rien faire, ou quand on peut prendre le temps pour soi, pour lire, pour écouter la musique, mais il faut juste être conscient du fait qu'on a ce moment qui est un moment de grâce, et il faut l'utiliser pour vivre maintenant, dans le présent, et non pas toujours se projeter sur ce que j'ai à faire, et procrastiner sur ce que j'ai fait, et peut-être j'ai pas fait suffisamment et avec tout ce que bien. Vous devez programmer, tout ce que vous avez... Oui, mais vous savez, dans le train, dans l'avion, en attendant un rendez-vous, donc ce sont des petits moments, et notre vie est faite aussi de tous ces petits moments. L'important, c'est de leur accorder l'attention et le regarder à leur juste valeur. Bon, après, quand j'ai des moments un peu plus longs, c'est vrai que nous, on vit maintenant avec mon épouse, depuis quelques années, on vit plutôt à la montagne. On vient à Bucarest quand on a besoin. Le Bucarest, c'est aussi un point de départ pour aller à l'aéroport et puis aller à droite, à gauche. Donc déjà, il y a un contexte qui aide. Voilà. Et sinon, on vit à la montagne. Et là, quand on sort de la maison, on est entouré par la nature, par les montagnes, les collines, par les animaux. Et on se connecte beaucoup plus facilement au moment présent et au soi-même quand on vit dans la nature. Et pour moi, personnellement, c'est pas le hasard que j'ai voulu faire des études d'agronomie pour être connecté à la nature. Et ça, c'est pas qu'un métier pour moi, c'est une façon de vivre. Précisément, ce que vous venez de me dire, est-ce que vous l'avez communiqué afin de
de devenir le responsable de la francophonie? Parce que je pense que ça peut séduire aussi pas mal des membres de la francophonie. Eh ben, ça dépend. Oui, Vous voyez moi ce que je je veux dire? parle en Ouais. général, comment dire, j'ai pas préparé mentalement un discours de campagne. Je suis moi-même et j'explique ce que je souhaite faire. Quand on me pose des questions sur comment je suis, j'explique comment je suis. Donc, j'ai eu l'occasion. C'est vrai que jusqu'à présent, en attendant le 15 mai parce que c'est à partir de, disons, 16 mai qu'il y aura le début de la campagne, une fois qu'on connaîtra tous les candidats. Donc, pour l'instant, j'ai eu des contacts avec des représentants de gouvernements ou des États membres de la francophonie, avec des diplomates. Je vais commencer mes déplacements sur le terrain à partir de mi-mai. Et donc, j'aurai l'occasion de voir aussi des C'est-à-dire, gens vous allez voir déplacements sur le terrain, c'est-à-dire vous allez dans les capitales. dans les capitales. Ah, Voilà, dans les ça va faire pas capitales mal de et déplacements. même au-delà des capitales, en fait, dans le pays francophone, oui, pour rencontrer, pour voir aussi le projet sur le terrain, pour voir aussi les bénéficiaires de l'activité de la francophonie, parce que même si ce sont des chefs d'État et des gouvernements qui vont décider, si je veux devenir secrétaire général, ce que je souhaite, moi, je vais travailler, en tout cas, je souhaite travailler avec tous les gens qui ont bénéficié de la francophonie. Dacian Cholos, merci infiniment d'avoir été Merci pour cette opportunité. au micro du soir. Et évidemment, nous vous souhaitons de très bonnes chances pour cette candidature. Et on suivra donc les résultats avec assiduité. Merci, Dacian Cholos. Merci pour l'opportunité. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Week-end Plokut. Au revoir.